Ce matin-là, devant un hôpital à Birmingham, un garçon de 9 ans, silencieux et immobile, a prononcé une phrase qui allait bouleverser une vie. « Monsieur, je peux aider votre fille à marcher de nouveau. » Derrière ces mots simples se cachait un espoir insoupçonné, un défi lancé au destin. C'était un matin froid à Birmingham, Alabama. Pas un froid glacial, non, mais ce genre de froid qui vous pince les doigts, qui transforme votre souffle en nuages blancs, qui vous rappelle que l'hiver peut s'inviter même sans neige. Les passants défilaient devant l'hôpital pour enfants, sur la 7e avenue, écharpe serrée, gobelet de café en main, tête baissée, pressés comme pour échapper à ce qui les avait conduits, là, des visages fermés, des regards absents. Personne ne prêtait attention à ce qui se passait sur le trottoir. Et pourtant, un petit garçon était là, assis à même le sol sur un morceau de carton aplati, immobile. Il dessinait dans un carnet usé, posé sur ses genoux. Il s'appelait Ézéchiel, mais tout le monde l'appelait Zek. 9 ans, un bonnet en laine rouge sur la tête, légèrement de travers, des manches de manteau trop longues retroussées sur des poignets maigres, et une paire de bottes éculées dont le bout avait été rafistolé avec du ruban adhésif. Il ne tendait pas la main, ne mendiait pas, juste là, silencieux, observant. Il était que là presque chaque samedi. Les agents de sécurité avaient bien tenté de le faire partir les premières fois, mais ils avaient fini par abandonner. Zeke ne causait pas de problème quand on lui adressait la parole. Il répondait avec un sourire poli. Sinon, il se contentait de dessiner, et surtout, il regardait, toujours en train de regarder. Certains pensaient qu'il avait un parent à l'intérieur, peut-être un frère ou une sœur malade. D'autres supposaient qu'il attendait un bus ou un taxi. Mais dans un endroit comme ça, personne ne posait vraiment de questions. Ce matin-là, un SUV sombre était garé en face, moteur encore allumé, un modèle haut de gamme, rutilant même sous la lumière crue de l'hôpital. À l'intérieur, Jonathan Reeves, la quarantaine bien entamée, mâchoire tendue, tempes grisonnantes, sa cravate desserrée, son col froissé. Il avait l'allure d'un homme qui, autrefois, maîtrisait tout, mais qui, désormais, s'effondrait de l'intérieur, dans le siège arrière, calé dans un réhausseur, Isa, sa fille de 6 ans, des boucles brunes, soigneusement rabattues derrière une oreille, les jambes recouvertes d'une couverture rose. Ses yeux restaient grands ouverts, mais elle ne disait pas un mot. Depuis l'accident, elle s'était murée dans le silence, hier encore. Elle grimpait aux arbres et courait après ses cousins. Aujourd'hui, elle ne pouvait plus bouger ses jambes, paralysée du bas du corps. Jonathan coupa le moteur, sortit et la souleva avec précaution, comme si elle risquait de se briser entre ses bras. Il ne vit pas Zeke tout de suite. Peu de gens le remarquaient. Mais Zeke, lui, remarquait tout. Il observa la manière dont Jonathan tenait Isa, cette fragilité extrême, cette peur cachée sous la mâchoire serrée. Il vit aussi les yeux de la petite fille, perdue quelque part dans le ciel, refusant de regarder le bâtiment. Zeke fixa un peu plus longtemps que d'habitude. Puis, d'une voix calme, presque inaudible, mais d'une clarté qui transperça l'air glacé, il lança « Monsieur, je peux aider votre fille à marcher de nouveau ». Jonathan s'arrêta net, pas parce qu'il était choqué ou offensé, mais parce que cette phrase, prononcée d'un ton si sûr, si simple, si sincère, le désarçonna, pas comme une blague, pas comme une promesse en l'air, juste une certitude posée là, comme une évidence. Il se retourna, fronçant les sourcils. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» Zeke ne bougea pas. Il se leva lentement, rangea son carnet sous son bras. « J'ai dit, je peux aider votre fille à marcher. » Jonathan fixa le garçon, sa voix dure. « Ce n'est pas drôle. Gamin, je ne plaisante pas, » répondit Zeke d'un ton égal. Pas de sourire, pas un mot de plus, juste cette phrase, posée là, comme un fil tendu entre eux. Jonathan baissa les yeux sur les vêtements usés du garçon, ses bottes rafistolées, les lunettes fendues, accrochées à son col.
Ça devait être un malentendu, peut-être une arnaque, peut-être un coup du sort. Il tourna les talons et pénétra dans l'hôpital sans répondre. Mais cette voix, elle restait là, suspendue dans l'air, et allait le hanter bien plus longtemps qu'il ne l'aurait imaginé. Jonathan Reeves resta debout dans le hall de l'hôpital, l'odeur âcre des désinfectants lui chatouillant les narines, le poissoir de sa fille dans ses bras comme un rappel brutal de ce qu'il avait perdu, tout en écoutant distraitement les médecins égrener des termes techniques, processus lent, rééducation. Résultats incertains, il ne pouvait chasser de son esprit cette voix, claire et nette, qui s'était glissée dans son crâne, monsieur. Je peux aider votre fille à marcher de nouveau. Il secoua la tête, tentant de chasser cette pensée absurde. Ce n'était qu'un enfant, un gosse, assis sur un carton, avec des bottes rafistolées et un carnet raturé. Pourquoi ces mots résonnaient-ils encore si fort dans sa tête? Je devrais l'oublier, tout ça est insensé. Mais chaque fois qu'il posait les yeux sur Isa, recroquevillée sous sa couverture rose, ses boucles brunes effleurant ses joues pâles, il revoyait ce gamin, ce regard sérieux, presque trop adulte, cette façon de parler, posée, sans une once d'ironie, pas de promesse en l'air, pas d'espoir creux, une simple affirmation, comme un fait. Jonathan sentit une pointe d'irritation monter en lui. Qu'est-ce qu'il croyait? Ce môme qu'il pouvait remplacer des années de médecine par des sacs de riz et un ballon de tennis. En fin de matinée, ils quittèrent enfin l'hôpital. Le soleil avait percé timidement à travers les nuages, mais le froid restait mordant. Jonathan porta Isa jusqu'à leur SUV, ses bras engourdis par la fatigue. Il s'apprêtait à ouvrir la portière lorsqu'il leva les yeux et le vit. Zek était toujours là, même boîte en carton, même carnet contre le torse, même bonnet rouge glissant sur ses oreilles, sauf qu'à cet instant précis, il le fixait. Pas d'un regard d'enfant, mais d'un regard qui disait « Je savais que tu reviendrais ». Jonathan sentit une vague d'agacement. Il hésita. Isa, blottie contre lui, avait les yeux mi-clos, sa respiration lente et régulière. Il soupira, ouvrit la portière, installa sa fille dans le siège arrière, ajusta la ceinture avec des gestes lents. Puis, comme poussé par une force invisible, il claqua la portière et se dirigea vers Zek. « Toi, encore » marmonna-t-il, la voix dure. Il s'arrêta à 2 pas du gamin. « Pourquoi tu as dit ça ?»« Hier, tu crois que c'est drôle de donner de faux espoirs à des gens qui n'ont plus rien. » Zek ne bougea pas d'1 millimètre. Il soutint le regard de Jonathan sans broncher. « Non, monsieur, je ne plaisante pas. » Jonathan serra la mâchoire, ses poings se crispant le long de ses hanches. « Tu ne connais même pas ma fille. Je n'ai pas besoin de la connaître pour l'aider. » La réponse était dite sur un ton si calme, si posé, qu'elle coupa net les pensées furieuses qui se bousculaient dans la tête de Jonathan. Il le dévisagea, ses yeux s'attardant sur les vêtements trop grands, les bottes déchirées, les doigts fins qui tenaient le carnet avec une étrange assurance. « T'as quoi » 9 ans demanda-t-il, sa voix imprégnée de scepticisme. « Presque 10, répondit Zek, un filet de voix à peine audible. Jonathan éclata d'un rire sans joie. « Et tu crois savoir comment aider une petite fille qui a perdu l'usage de ses jambes ?» Zek baissa brièvement les yeux, ses doigts caressant machinalement la tranche usée de son carnet. « Ma mère aidait les gens à marcher. Elle était kinésithérapeute. Elle m'a montré des choses. Elle disait que le corps se souvient, même quand il oublie. » Jonathan resta figé, le souffle suspendu. « Quoi? Tu veux dire que t'as vu ta mère faire des exercices, et maintenant tu penses être kiné ?» Zek releva la tête, son regard soudain d'une intensité troublante. « J'ai vu un homme marcher après être resté 5 ans en fauteuil. Elle n'avait pas de machine, pas d'appareil sophistiqué, juste ses mains, sa patience et sa foi. » Jonathan sentit un nœud se former dans sa gorge. Il voulut parler, mais les mots moururent sur ses lèvres. Il jeta un coup d'œil autour d'eux. Une infirmière passa à cet instant. Lançant un petit signe de tête à Zek, un agent d'entretien leva la main en guise de salut. Jonathan fronça les sourcils
Ce gamin, tout le monde semblait le connaître. Il expira lentement, frotta ses tempes du bout des doigts. « Écoute, je vais être clair, je ne te donnerai pas d'argent. » Zek haussa légèrement les épaules. « Je n'en ai pas demandé. Alors qu'est-ce que tu veux ?» Zek inspira profondément, redressant un peu les épaules. « Juste 1 heure pour vous montrer. » Jonathan resta un instant silencieux, le cœur battant à ses tempes. Isa ouvrit légèrement les yeux à l'arrière, son regard glissant de son père à Zek, puis de nouveau à son père. Jonathan soupira, longuement, comme si tout l'air s'échappait de ses poumons. « D'accord, si tu veux vraiment perdre ton temps, retrouve-nous au parc Harrington, demain, midi. Pas 1 minute de retard, Rare. » Zek acquiesça, d'un signe de tête simple. « J'y serai. » Jonathan ne dit pas un mot de plus. Il tourna les talons, regagna son véhicule, mit le moteur en marche et s'éloigna sans se retourner. Mais dans le rétroviseur, il vit le gamin, toujours là, debout sur son carton, les bras le long du corps, immobile, silencieux, son regard suivant la voiture qui s'éloignait. Dimanche, midi pile. Le parc Harrington s'étendait sous un ciel d'un bleu timide, strié de quelques nuages effilochés. Les branches dénudées des vieux chênes craquaient doucement sous le vent. Un banc, à moitié rongé par les intempéries, attendait sous l'arbre le plus grand. Zek était déjà là. Il était arrivé en avance, comme promis. Son manteau trop grand semblait flotter sur ses épaules frêles. Et à ses pieds, un petit sac de sport usé reposait à côté d'une serviette soigneusement pliée. Il ne dessinait pas aujourd'hui. Son carnet était rangé, remplacé par des objets simples mais intrigants, une paire de chaussettes épaisses, une balle de tennis légèrement déformée, un pot de beurre de cacao cabossé et un petit sachet contenant ce qui ressemblait à du riz tiède, enveloppé dans un tissu à motif discret. À 12h07, le SUV de Jonathan apparut au coin de l'allée. Aucun mot ne fut échangé au début. Jonathan sortit du véhicule, ses traits tirés, les yeux cernés, puis déverrouilla la portière arrière pour en extraire Isa. Enveloppée dans sa couverture rose, il la posa délicatement dans son fauteuil roulant, sans même un regard pour Zek. Les bras croisés, il s'approcha du banc, le visage fermé, le pas lourd. Zek se leva. « Bonjour, monsieur », dit-il d'un ton poli. Jonathan hocha brièvement la tête, une moue presque imperceptible. Isa leva la main timidement. « Salut. » Zek. Son sourire était timide, mais il était là. Zek lui répondit, ses yeux pétillants un instant. « Salut. » Isa. Jonathan fronça légèrement les sourcils. « Comment tu connais son prénom, vous l'avez dit, hier. Je retiens ce qu'on me dit. » Jonathan, sans répondre, fixa le petit tas d'objets posés sur le banc. « Qu'est-ce que tu comptes faire avec ça ?»« Une sorte de séance de magie. » Zek ne releva pas la pique. Il ouvrit calmement son sac, plaça la serviette sur l'herbe et s'agenouilla à côté du fauteuil d'Isa. « Non, monsieur, pas de magie, juste les bases. » Il prit le petit sachet de riz encore tiède, le posa délicatement sur les cuisses d'Isa. « C'est chaud. »« Non, » demanda-t-il doucement. Isa sursauta légèrement, surprise par la sensation. « Non, ça fait du bien. » Zek attendit quelques minutes, laissant la chaleur infuser les muscles inertes, puis commença à bouger doucement ses jambes, pas de mouvement brusque, pas de gestes précipités, juste des rotations lentes, des flexions prudentes, comme si chaque articulation était une énigme fragile à ne pas brusquer. Jonathan restait debout, les bras croisés, prêt à intervenir à tout moment, le regard méfiant, son corps tendu comme un arc. « Tu as déjà fait ça avant ?» demanda-t-il, sa voix légèrement tremblante, plus dure qu'il ne l'aurait voulu. « Oui », répondit Zeke sans lever les yeux. « Ma mère m'emmenait souvent dans des centres d'accueil. Après l'école, elle aidait des vétérans, des gens qui n'avaient pas les moyens d'aller en clinique. Elle disait « Tout le monde mérite de se sentir vivant à nouveau. » Moi, je portais son sac. Jonathan le fixa, sceptique, partagé entre l'envie de rire et celle de comprendre. « Et elle t'a appris tout ça,
Elle disait que le corps n'a pas toujours besoin de machines, seulement d'attention. Puis, il tapota doucement le genou d'Isa. « Tu sens ça ?» Isa secoua la tête, les yeux grands ouverts. « Non. » Zeke acquiesça, sans se troubler. « C'est normal. On va continuer. » Tout en continuant les mouvements, il engagea la conversation avec Isa, sa voix douce, jamais brusque. « Tu aimes quelle couleur ?» Isa le violet. « Tu as un plat préféré ?» Les spaghettis. Peu à peu, la voix d'Isa se délia. Elle commença même à poser des questions à son tour. « Tu habites où? Par ici. Tu vas à l'école. Je suis allé... Plus maintenant. » Jonathan fronça les sourcils. Pourquoi Zeke marqua une pause, ses mains continuant leurs gestes précis. « Ma mère est tombée malade. Après, j'ai dû gérer... » Issa baissa les yeux, ses doigts jouant avec le bord de sa couverture. « Je suis désolé. » Zeke esquissa un sourire discret. « Merci. » Jonathan relâcha légèrement ses épaules, mais garda le silence. Quelque chose, cependant, s'était déplacé. Après une demi-heure, Zeke tapota doucement la cheville d'Isa. « Tu sens ça, Isa ?» cligna des yeux, surprise. Un peu, comme une pression. Jonathan tressaillit, elle dit ça parfois pendant ses séances de kiné. Zeke haussa les épaules, l'air tranquille. « Oui, mais là-bas, il y a des machines partout. » Parfois. Les enfants ont peur, ils se bloquent. Ici, il y a de l'air, des arbres. C'est différent. Jonathan ne répondit pas, mais ses yeux se plissèrent. Attentif. Il ne pouvait plus nier ce qu'il venait de voir. Isa essayait. Elle bougeait, même si c'était infime, et Zeke, ce gamin aux bottes rafistolées, était là, agenouillé dans l'herbe, comme s'il avait toujours su exactement ce qu'il faisait. Les semaines suivantes s'écoulèrent comme une étrange routine. Un fil ténu entre deux mondes, celui du désespoir médical et celui d'un espoir fragile, presque irréel. Chaque dimanche, à midi pile, Jonathan garait son SUV sous les branches dénudées du parc Harrington. À chaque fois, Zeke était déjà là, installé sur sa serviette, son petit sac aligné méthodiquement à côté de lui. Il les attendait, comme une pierre posée là exprès, inébranlable. Jonathan finissait par ne plus poser de questions. Il posait Isa dans son fauteuil, rabattait la couverture sur ses jambes minces, et les rejoignait sur le carré d'herbe où tout semblait étrangement suspendu. Les premiers dimanches, il restait debout, bras croisés, regard distant. Mais, au fil du temps, quelque chose s'était effrité. Il s'était surpris à s'asseoir sur l'herbe, à observer de plus près les gestes précis de Zeke, le sac de riz tiède placé sur les cuisses d'Isa, les pressions légères sur ses genoux, les mouvements circulaires appliqués sur ses chevilles. À chaque fois. Zeke parlait peu, mais posait des questions simples, toujours avec cette voix calme, presque posée. « Isa, tu aimes quel dessin animé? Les aventures de Dora. Tu sais compter en espagnol. » Issa rougissait, hochait timidement la tête et tentait de compter, se trompant parfois, riant d'un éclat bref, rare. Jonathan observait, immobile, mais de moins en moins tendu. Il remarquait des détails qu'il n'avait jamais vus, la façon dont Isa détendait un peu ses épaules, le léger frémissement de ses orteils sous la serviette. Des choses infimes, mais réelles. « Essaye de bouger un orteil. »« Isa » demandait Zeke, en frôlant doucement le dessus de son pied. Parfois, il ne se passait rien. Parfois, elle clignait des yeux, fronçait légèrement le front, et disait « Dans un souffle j'ai cru sentir quelque chose. » Jonathan gardait ses distances, mais il notait tout, chaque frisson, chaque infime réaction, comme un scientifique devant un phénomène inexplicable. À la fin de ses séances, Zeke repliait soigneusement sa serviette, rangeait ses affaires, et se levait. Jamais il ne demandait quoi que ce soit. Jamais il ne se plaignait du froid ou de la faim. Un dimanche, après une séance particulièrement calme, Jonathan se retrouva à poser une question, presque malgré lui. « Tu fais ça depuis longtemps. »
Zeke haussa légèrement les épaules, fixant le sol. Depuis que ma mère n'est plus là, il n'ajouta rien, et Jonathan n'osa pas creuser davantage. Isa, elle, commençait à attendre ses dimanches avec une impatience à peine dissimulée. Elle souriait à Zeke dès qu'elle l'apercevait, ses boucles brunes rebondissant sur ses épaules, ses yeux brillants d'un éclat nouveau. « Aujourd'hui, j'ai envie d'essayer de lever les talons, » dit-elle un jour, la voix tremblante d'espoir. Zeke l'encouragea d'un simple hochement de tête. « On y va doucement. D'accord, c'est toi qui décides. » Jonathan, stupéfait, vit sa fille, la même qui se murait dans le silence depuis des mois, fermer les yeux, inspirer profondément et tenter de contracter ses chevilles. Rien ne bougea vraiment, mais le fait qu'elle veuille essayer, c'était déjà énorme. Après la séance, Jonathan rangea le fauteuil dans le coffre et fixa longuement Zeke avant de partir. Une question silencieuse flottait dans l'air. Comment ce gamin pouvait-il savoir tout ça? Il n'avait pas encore de réponse. Mais il savait une chose, ces dimanches étaient devenus autre chose qu'un simple rendez-vous. C'était une lueur, un espoir qu'il n'avait pas osé imaginer. Un dimanche, alors qu'ils repliaient leurs affaires. Issa murmura doucement à Zeke, un sourire timide au coin des lèvres. « Merci. » Zeke haussa à peine les épaules. « C'est toi qui fais tout le travail. » Isa. « Moi. Je suis juste là. » Jonathan, adossé à son SUV, les observa un long moment, le regard dans le vide. Ses bras n'étaient plus croisés, ses poings n'étaient peu plus serrés. Et pour la première fois depuis des mois, il se surprit à penser « et si ce gamin avait raison ?» Le 4e dimanche, l'atmosphère avait changé avant même que la voiture ne s'arrête. Le ciel était d'un gris lourd, les branches des arbres semblaient ployées sous une tension invisible. Jonathan, les mâchoires serrées, garrette le SUV au bord du parc Harrington, son visage plus fermé que jamais. Isa, recroquevillée sur son siège, avait les yeux rougis, gonflés de larmes récentes. Dès qu'il sortit du véhicule, Jonathan souleva Isa sans un mot et la déposa dans son fauteuil. Plus brusquement qu'à l'accoutumée, elle refusa de lever les yeux, les bras croisés fermement sur sa poitrine. Zeke s'avança prudemment, sa serviette déjà étalée, les petits sachets de riz soigneusement préparés. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il doucement. Jonathan lui lança un regard glacé, presque un avertissement. « Elle ne veut pas aujourd'hui. » C'est tout, le ton sec, coupant. Zeke s'arrêta net, puis se tourna lentement vers Isa. « Isa, est-ce que c'est vrai ?» La petite fille ne répondit pas tout de suite. Ses doigts s'agrippaient aux accoudoirs de son fauteuil comme si elle voulait s'y fondre. Enfin, dans un souffle à peine audible, elle murmura. « J'ai essayé de bouger mes jambes ce matin. Encore. Et rien. Rien du tout. » Sa voix se brisa sur ce dernier mot. Une larme roula sur sa joue. « Je suis fatigué. Ça ne sert à rien. » Le silence tomba. Lourd, pesant, comme une chape de plomb. Jonathan détourna le regard, ses poings crispés. Zeke s'agenouilla doucement, ramenant sa voix à un murmure. « Tu crois que je ne suis jamais fatigué ?» Moi, Isa, leva un regard étonné, légèrement voilé de larmes. « Tu crois que je n'ai jamais pleuré, assis tout seul dans un centre d'accueil, quand ma mère ne pouvait plus payer ses médicaments et que je devais juste attendre. » Il inspira, posant ses paumes, à plat sur le sol, comme pour y puiser une force plus grande que lui. « Tu as le droit d'être en colère. Isa, tu as le droit d'en avoir assez. Moi aussi. Parfois, je suis en colère. Mais si tu t'arrêtes maintenant, si tu arrêtes d'essayer, cette petite partie de toi qui veut encore marcher pourrait, elle aussi, finir par arrêter d'y croire. » Issa resta immobile, le visage baissé, ses mèches brunes retombant sur ses joues. Puis, d'une voix presque brisée, elle souffla. « J'ai peur. » Jonathan releva brusquement la tête. Figée, c'était la première fois qu'elle prononçait ces mots. La peur, mise à nu, crue, irrévocable.
Zek ne bougea pas, mais ses yeux se radoucirent, un éclat timide s'y allumant. Moi aussi. Isa, je suis effrayé, souvent. Mais tu sais quoi, la peur? Ça ne veut pas dire qu'on doit s'arrêter. Ça veut juste dire qu'on est proche de quelque chose d'important. Isa renifla, essuya ses yeux du revers de la main. Un silence s'installa, fragile, comme une corde tendue prête à rompre. Puis, dans un souffle, presque un chuchotement. D'accord, on réessaie. Jonathan sentit sa gorge se nouer. Ses yeux le piquaient. Il détourna rapidement le visage, les mâchoires contractées à s'en faire mal. Zek reprit sa place, ajusta le petit sac de riz sur les jambes d'Isa et entama des mouvements plus lents, plus mesurés cette fois-ci. Il parlait moins, pas besoin de mots sa présence, son rythme, sa patience, disait en tout ce qu'il y avait à dire. Jonathan, presque sans s'en rendre compte, s'avança, s'agenouilla à côté de sa fille et glissa une main sous son mollet pour l'aider à changer de position. Isa poussa un soupir tremblant, ses doigts agrippant le bras de son père. Après une trentaine de minutes, alors que Jonathan commençait à se lever, Zek tapota doucement la cheville d'Isa. « Essaie encore. Isa, bouge ton pied. » Isa fronça les sourcils, concentra toutes ses forces, ferma les yeux. Son souffle se fit plus court, saccadé. Et soudain, imperceptible mais indéniable, son pied droit glissa de quelques centimètres. Jonathan s'immobilisa, les yeux écarquillés, incapable de parler. Il crut d'abord avoir imaginé ce mouvement, mais non. Isa rouvrit les yeux, haletante, un sourire timide étirant ses lèvres. « Papa, j'ai bougé mon pied. » Jonathan sentit quelque chose se fissurer en lui, une barrière invisible, érigée depuis des mois, qui se fendillait lentement. Zek, silencieux, observait, les mains toujours prêtes à guider, mais le regard empli d'une fierté discrète. Un murmure à peine audible lui échappa. « Tu vois, Isa, le corps se souvient. Il faut juste lui laisser le temps de parler, à nouveau. » Le 9e dimanche. L'air semblait différent, plus doux, plus léger, comme si le temps lui-même retenait son souffle. Les branches du grand chêne bruissaient d'un frisson discret. Et le soleil, timide depuis des semaines, osait percer les nuages pour baigner le parc Harrington d'une lumière pâle et dorée. Jonathan gara son SUV comme à l'accoutumée, mais cette fois, il avait pris le temps de glisser une chaise pliante et un tapis de sol dans le coffre. Quand il sortit, il ne portait plus le poids d'un homme qui se battait contre des murs invisibles, il avançait, concentré, prêt. Isa, elle, avait déjà le sourire aux lèvres, avant même que le véhicule ne s'immobilise complètement. Zek les attendait, assis en tailleur, son sac soigneusement posé à ses côtés, les objets habituels alignés comme un rituel la serviette, le sachet de riz, la balle de tennis. Il leva les yeux, esquissa un bref sourire en voyant Isa. « Salut, championne. Salut. » Zek répondit-elle d'une voix claire, ses boucles brunes dansant autour de son visage. Jonathan hocha la tête en signe de salut. Pas besoin de mots, hein? Il s'installa à côté d'eux, déroula le tapis de sol et posa la chaise à proximité, comme un père qui savait désormais qu'il avait un rôle à jouer. Zek se leva, ajusta le sac de riz sur les cuisses d'Isa, puis s'agenouilla devant elle, posant ses mains sur ses genoux avec une douceur presque solennelle. Comme avant, Isa. On se concentre sur les sensations. Isa ferma les yeux, inspira profondément. Jonathan s'agenouilla derrière elle, une main posée sous ses aisselles, l'autre prête à soutenir son dos. Leurs respirations se synchronisèrent, lentes, profondes. « Aujourd'hui, » dit Zek d'une voix basse, « on va essayer quelque chose de nouveau. Isa, tu vas essayer de pousser avec tes talons, d'imaginer que tes pieds veulent toucher le sol. » Isa hoqua la tête, concentrée, ses traits tendus dans l'effort. Jonathan la tenait fermement, sentant sous ses doigts la tension minuscule des muscles qui cherchaient à répondre. Zek observait tout, attentif, ajustant légèrement la position des jambes, redressant un genou, repositionnant la balle sous la voûte plantaire. « Respire », murmura-t-il,
Imagine que tu traverses une foule. Il y a des obstacles, mais tu continues d'avancer. Issa inspira, expira, fronça les sourcils. Et soudain, une contraction infime fit frémir son mollet. Zek la remarqua avant même qu'elle ne le dise. « C'est bien, Isa, continue. » Jonathan sentit son cœur cogner dans sa poitrine. Un rythme sourd et puissant qui résonnait dans ses tempes. Il n'osait pas parler, de peur de briser ce fil fragile qui s'était tissé entre sa fille et ce garçon improbable. Puis, dans un souffle rauque, Isa chuchota « Je sens un peu ». Jonathan sentit sa gorge se nouer. C'était réel, elle sentait. Ils continuèrent ainsi, patiemment, sans forcer, laissant chaque geste naître, comme une plante fragile émergeant d'un sol gelé. Au fil des minutes, Zek guida Isa à travers des mouvements simples, la faisant appuyer ses talons contre le sol, lever légèrement les genoux. Puis, sans prévenir, Zeke se redressa légèrement, sortit une sangle de son sac et la passa sous les genoux d'Isa. « On va essayer ensemble. Toi, tu fais l'effort. Nous, on t'accompagne. » Jonathan se tendit. « Tu es sûr elle est prête ?» répondit Zek sans détour. Ils se mirent en place. Jonathan, derrière, tenant les extrémités de la sangle. Zek, en face, guidant les genoux d'Isa. « Issa, ferme les yeux. Imagine que tu es dans un champ et que tu lèves les genoux pour marcher à travers l'herbe. » Isa inspira, concentra toutes ses forces, ses lèvres pincées, ses mains crispées sur les accoudoirs, et là, ses genoux se soulevèrent, à peine quelques centimètres, mais ils bougèrent. Jonathan cligna des yeux, incrédule. Il regarda sa fille, puis Zek, puis à nouveau sa fille. « Tu as vu ça ?» Issa ouvrit les yeux, haletante, les joues roses d'effort. « J'ai réussi, » demanda-t-elle, la voix tremblante. « Oui, ma chérie, tu as réussi, » répondit Jonathan, la voix étranglée. Zek resta silencieux, observant, un éclat discret dans le regard, puis, dans un murmure presque inaudible, il souffla. « Tu vois, Isa, le corps n'oublie pas, il se souvient. » Jonathan resta là, figé, incapable de détourner les yeux de ce petit miracle qui venait de se produire sous ses yeux. Il avait vu sa fille bouger. Pour la première fois, il crut vraiment que tout était possible. Le dimanche suivant, l'atmosphère du parc Harrington avait changé. L'endroit cette autrefois désert, où seules les branches des arbres s'entrechoquaient dans un murmure froid, résonnait désormais de bruits nouveaux des voix discrètes, des pas précipités, des chuchotements de parents, des rires d'enfants. Lorsque Jonathan gara son SUV, il remarqua immédiatement la différence. Non seulement Zek était déjà là, comme toujours, mais d'autres familles s'étaient rassemblées autour du vieux banc, formant une petite foule silencieuse. Une mère, tenant la main de son fils en fauteuil roulant, se tenait près du chêne. Un père, les bras croisés, surveillait du coin de l'œil sa fille appuyée sur un déambulateur. Jonathan jeta un coup d'œil à Zek, qui, fidèle à lui-même, n'avait pas l'air surpris. Il ajustait sa serviette sur l'herbe, son sac toujours posé à ses pieds, son regard concentré mais serein. « C'est quoi ?» ça demanda Jonathan en s'approchant, sa voix plus curieuse que méfiante. Zek se contenta de hausser les épaules, comme si tout cela allait de soi. Ils ont entendu parler d'Isa. Jonathan se retourna, interloqué, cherchant des visages connus parmi ces gens. Isa, elle, observait la scène avec des yeux brillants, comme si elle se sentait soudain au centre d'un cercle invisible. Une femme s'avança, hésitante. « Excusez-moi, vous êtes bien le garçon qui a aidé la petite Isa ?» Jonathan allait répondre quand Zek intervint, d'une voix tranquille. « On a travaillé ensemble, oui. » La femme inspira, jetant un regard rapide vers sa fille, une adolescente au visage pâle, dont la main tremblait légèrement sur la poignée de son déambulateur. « Est-ce que vous pensez que vous pourriez ?» Zeke se redressa, son regard doux mais déterminé. « Bien sûr. »
Il invita la jeune fille à s'installer sur la serviette, la salua par son prénom, qu'il venait d'entendre discrètement, et commença à lui expliquer les gestes simples, le sac de riz pour détendre les muscles, la balle pour stimuler les points de pression, le souffle lent pour accompagner l'effort. Jonathan, d'abord figé, regarda la scène se dérouler sous ses yeux comme s'il assistait à une sorte de rituel qu'il n'avait pas prévu. Isa, elle, ne montra aucun signe de jalousie ni de frustration. Au contraire, elle observait Zek, fascinée, presque fière. « Il est incroyable !» souffla-t-elle, les mains croisées sur ses genoux. Jonathan hocha la tête sans répondre, le cœur serré d'une émotion qu'il ne savait pas encore nommer. Pendant près d'1 heure, Zeke guida les familles présentes, il montra comment placer les serviettes, comment soutenir les jambes sans forcer, comment encourager sans brusquer. Il parlait peu, mais ses mots tombaient justes. Il ne faut pas presser les choses, il faut écouter le corps, dit-il à une mère qui s'impatientait. Il s'adressait aux enfants avec un respect étonnant, comme s'ils étaient des adultes capables de comprendre et de choisir. « Tu n'es pas cassé », dit-il un jour à un garçon au visage fermé. « Tu es juste en train d'apprendre une autre façon d'être fort. » Jonathan, debout un peu en retrait, sentit une bouffée de chaleur l'envahir. C'était un spectacle qu'il n'avait jamais imaginé vivre sa fille, au centre d'un groupe. Et ce garçon, ce gamin de 9 ans, aux bottes rafistolées, devenant sans le vouloir un phare pour tant d'autres. En reprenant la route ce jour-là, Isa, les yeux brillants, murmura papa. « J'aime bien quand il aide les autres, ça me fait du bien. » Jonathan, le regard perdu dans le rétroviseur, répondit simplement, d'une voix grave. « Moi aussi, Isa, moi aussi. » Quelques jours après cette séance inoubliable au parc Harrington, une conversation s'était imposée dans l'esprit de Jonathan Reeves avec une insistance nouvelle. Ce petit garçon, Zek, aux bottes rafistolées et au regard si déterminé, était devenu plus qu'un simple aidant pour sa fille. Il était devenu un élément indispensable, un pilier discret mais essentiel, une soirée d'hiver. Alors que la maison semblait à nouveau vivante grâce au progrès d'Isa, Jonathan s'était décidé à franchir le pas. Dans le salon faiblement éclairé, Isa jouait avec ses poupées, tandis que Zek, assis à une table, griffonnait dans son carnet. Jonathan s'approcha doucement, posa une tasse de chocolat chaud à côté du garçon et s'assit en face de lui. « Zek, » commença-t-il avec hésitation. « Tu as un endroit où dormir ce soir ?» Zek leva les yeux, surpris par cette question inattendue. Parfois, Jonathan hocha la tête, comprenant que cette réponse était un euphémisme pour dire que le garçon n'avait pas de foyer fixe. « Écoute, » reprit Jonathan, « tu n'as pas à errer comme ça, si tu veux. Tu peux venir habiter ici, chez nous. » Zek baissa les yeux, le souffle court. « Tu es sérieux. Moi chez vous. » Jonathan esquissa un sourire chaleureux. « Après ce que tu as fait pour Isa, je ne laisserai pas un garçon comme toi dehors. » Isa, qui avait entendu la conversation, s'approcha en souriant. « Tu viendras jouer avec moi tous les jours. » Zek répondit par un léger hochement de tête, les joues rosies par l'émotion. Les jours suivants, Zeke s'installa dans la maison Reeves, une chambre simple, un lit douillet, une petite lampe, un bureau pour dessiner et écrire. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentit à sa place, entouré d'une famille qui le voulait vraiment. Jonathan, de son côté, changea lui aussi. Son rôle n'était plus uniquement celui d'un père épuisé et impuissant. Il devint un mentor, un protecteur, un ami. Il s'investit pleinement dans la rééducation d'Isa en s'appuyant sur l'énergie infatigable de Zek. Ce dernier, malgré la sécurité retrouvée, ne changea pas. Il gardait ses bottes d'origine, le manteau trop grand que sa mère lui avait offert, et son calme impressionnant. Il continuait de venir au parc chaque dimanche, accompagné désormais de Jonathan et Isa, apportant avec lui cette méthode simple, accessible, mais pleine d'espoir. Des voisins curieux commencèrent à remarquer le changement. La maison, Reeves,
qui avait longtemps été silencieuse et figée dans la douleur, était désormais animée par des rires, des pas hésitants, des discussions autour de petits exercices et d'étirements. Jonathan savait que ce n'était que le début. Zeke avait trouvé non seulement un toit, mais aussi une famille. Et Isa, plus qu'une patiente, avait trouvé un allié indéfectible dans ce garçon qui avait changé leur vie. Les semaines qui suivirent virent le parc Harrington se métamorphoser peu à peu. Ce qui n'était qu'un lieu silencieux où seules les feuilles bruissaient en devint un véritable centre de vie et d'espoir pour de nombreuses familles. Jonathan, Zeke et Isa formaient désormais un trio indissociable, à la tête d'un petit groupe de parents et d'enfants qui venaient chaque dimanche pour partager un moment de rééducation, d'écoute et de soutien. Zeke, malgré son jeune âge, s'imposait naturellement comme le guide, son calme, sa maîtrise de gestes simples mais efficaces, et sa façon d'écouter les enfants en faisait un mentor respecté et apprécié. Il enseignait aux parents comment utiliser la chaleur du riz tiède pour détendre les muscles, comment masser les points sensibles avec une balle de tennis, et surtout, comment accompagner patiemment chaque mouvement. Vous ne forcez jamais, expliquait-il, c'est le corps qui doit retrouver la mémoire, pas la force. Isa observait tout cela depuis son fauteuil roulant, ses mains reposant doucement sur ses genoux. Elle était devenue un exemple vivant des progrès possibles. Chaque petit mouvement qu'elle faisait était accueilli comme une victoire par le groupe. Une fois, une mère confia à Jonathan, les yeux embués. « Votre fille m'a redonné espoir pour mon fils. » Le bouche à oreille fit son œuvre. De 2 familles, puis 4. Le groupe s'agrandit, bientôt. Un pasteur local apporta des chaises pliantes, tandis qu'un petit café du quartier offrit des viennoiseries et du café pour accompagner ses dimanches matins. Un jour, un journaliste local, intrigué par cette effervescence inhabituelle, vint avec sa caméra et son carnet de notes, sans jamais nommer Zeke. Il raconta l'histoire d'un garçon aux bottes rafistolées qui redonnait espoir à une ville entière. Jonathan prit Zeke à part avant l'interview. « Ça va. Tu es d'accord ?» Zeke regarda autour de lui, les enfants qui bougeaient timidement, les parents qui souriaient. « Oui, tant que ce n'est pas pour moi, mais pour eux. » Les retombées furent rapides. Une clinique locale proposa un mentorat pour Zeke, tandis qu'une association offrit du matériel et des cours gratuits. Un professeur se proposa même de l'aider à reprendre l'école. Pour la première fois depuis longtemps, Zeke ne se sentait plus invisible. Il n'était plus ce garçon assis sur un carton, mais un jeune garçon qui changeait des vies. Pourtant, il restait humble, posant la serviette chaque dimanche avec la même minutie, gardant ses bottes, vérifiant toujours si Isa était prête avant de s'occuper des autres. Ce fut un dimanche, au milieu de cette communauté grandissante, qu'Isa murmura à Jonathan, un sourire timide aux lèvres. « J'aime le voir aider les autres. Ça me rend heureuse. » Jonathan répondit, le cœur léger. « Moi aussi, ça me fait sentir qu'on fait partie de quelque chose de plus grand. » Ce dimanche-là, le parc Harrington était baigné d'une lumière douce, presque sacrée. Une foule discrète mais attentive s'était rassemblée autour du grand chêne, les visages empreints d'espoir, de patience et de la promesse d'un renouveau. Isa, au centre du cercle, était prête, le regard sérieux, les lèvres pincées. Elle avait passé les derniers jours à s'entraîner, encouragée par Jonathan et Zeke. Ce dernier s'agenouilla face à elle, posa ses mains sur ses genoux et murmura « On t'aide à te lever. Isa, tu fais le reste. » Jonathan, derrière elle, passa ses bras sous ses aisselles, prêt à la soutenir. Isa ferma les yeux, inspira profondément, et au signal de Zeke, elle ouvrit les paupières. 1, 2, 3. Jonathan la souleva doucement, les jambes d'Isa tremblantes, ses bras balançant maladroitement. Le silence se fit dans le parc, chaque souffle retenu, chaque regard figé dans l'attente d'un miracle. Isa était debout, ses jambes vacillaient,
Ses bras cherchaient l'équilibre. Mais elle était là, sur ses 2 pieds. Son sourire s'ouvrit lentement. Illuminant son visage, « Je suis debout », murmura-t-elle, presque incrédule. Autour d'eux, des enfants s'exclamèrent. Une mère couvrit sa bouche d'une main, émue aux larmes. Jonathan, figé un instant, sentit son cœur exploser d'émotion. « Tu as fait ça. Isa, tu l'as fait, » dit-il, les yeux embués. Zeke recula de quelques pas, le souffle court, les yeux brillants. « Oui, tu l'as fait. » La petite fille fit quelques pas hésitants, puis un 3e, plus assuré, avant de tomber dans les bras de son père, riant et pleurant à la fois. Cette scène, dans ce parc modeste de Birmingham, marquait plus qu'un simple progrès physique. C'était la naissance d'une nouvelle vie, d'un espoir tangible, palpable. Le soir venu, Jonathan resta dans la cuisine, regardant Zeke verser du lait dans un bol de céréales. « Tu sais, » lui dit-il doucement, « tu as changé beaucoup de choses. » Zeke leva les yeux, un petit sourire aux lèvres. « Oui. » Jonathan s'approcha, posa une main sur l'épaule du garçon. « Ma fille a marché aujourd'hui, pas grâce à des machines ou des miracles, mais grâce à un garçon qui n'avait rien, sauf un cœur énorme. » Les mots se perdirent dans un souffle. « Je souhaite que ta mère ait pu voir ça. » Zeke baissa la tête, la voix presque inaudible. « Je crois qu'elle voit tout, là où elle est. » Jonathan essuya une larme furtive. « Zeke, tu vas changer bien des vies. »« Je le fais déjà, » répondit simplement le garçon. Dans ce monde, il y avait ceux qui portaient des diplômes prestigieux, des curriculums vitae étincelants, et ceux qui, malgré un passé brisé et des ressources limitées, détenaient un pouvoir bien plus rare, celui du cœur, de la persévérance et de la foi indéfectible. Parfois, ce sont les âmes les plus fracturées qui détiennent les clés de la guérison. Cette histoire poignante nous rappelle à quel point l'espoir, la résilience et la bienveillance peuvent transformer des vies, même dans les circonstances les plus difficiles. Zeke, ce jeune garçon aux bottes usées, nous enseigne que la force véritable ne réside pas dans les diplômes ou les ressources matérielles, mais dans le cœur, la persévérance et la capacité d'aimer et d'aider les autres sans attendre de récompense. Dans un monde souvent marqué par l'indifférence, ce récit invite chacun à ne jamais sous-estimer le pouvoir d'un geste humble, d'une parole sincère ou d'un engagement authentique. C'est aussi un appel à ouvrir nos maisons, nos cœurs et nos communautés à ceux qui, parfois invisibles, portent en eux la lumière d'un changement possible. Cette histoire est une œuvre fictive, créée à des fins éducatives et de divertissement. Elle ne vise à critiquer ni à attaquer aucun individu. Groupe ou organisation, toute ressemblance avec des personnes ou des événements réels est purement fortuite. Cette histoire vous a-t-elle touché ou inspiré? Laissez un commentaire. Aimez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne Histoire de justice sociale pour découvrir d'autres récits qui donnent voix à l'espoir et à la justice. Votre soutien fait résonner ces histoires plus loin.